À Dakar, au Sénégal, la capitale du Sénégal. Alors, باش نبداو الحكاية تاع حكايتي حبيت نبدا la base اللي هي l'étymologie, d'où vient le mot Sénégal. Alors d'après mes recherches, il y a plusieurs théories. La première, ça viendrait d'une expression wolof Sunugal qui voudrait dire notre pirogue. Les pirogues, encore une fois, le bateau. La culture du Sénégal est intimement liée à la pêche et à la mer. Mais dès les années 60, il y a eu plusieurs autres étymologies qui ont été avancées, et notamment celle qui reviendrait à une tribu berbère, les Sanhaja, qui d'ailleurs était la tribu qui contrôlait toute cette région-là, et même plus d'ailleurs. Alors, Tarik Tar Sénégal peut se résumer en 5 grandes parties. La première, la préhistoire, comme dans toute l'Afrique, il y avait une présence préhistorique. La deuxième, l'islam, la partie de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu l'émergence de royaumes plus ou moins islamisés qui cohabitaient avec le reste des religions, des croyances. Par exemple, le royaume des Terkour, le royaume des Jolof, le royaume des Wolof. Troisième période, juste après le Moyen-Âge, il y a eu l'arrivée des grandes puissances européennes et leur rivalité. La Grande-Bretagne, la France, le Portugal, la traite négrière, les comptoirs, les Darohom tout au long de la côte pour envoyer les esclaves, l'Afrique, l'Amérique qui venait à peine de découvrir. La quatrième étape, il y a la colonisation française à partir du 19e siècle et au 20e siècle de l'Afrique et principalement du Sénégal. Là, il y a eu la création de Dakar qui est devenue la capitale, l'emblème, le symbole de la colonisation française. La cinquième étape, il y a l'indépendance du Sénégal et son développement depuis, notamment avec ces grandes personnalités, ces grandes figures qui ont construit l'identité sénégalaise. Léopold Senghor, qui est un peu le père de la nation, président dans les années 60 et 80, qui est un grand intellectuel, un grand poète. Alors, pour que le Sénégal, il y a deux piliers qui sont très importants dans la société, les Romains, la famille et la religion. Bon, ça vous semble tout à fait normal parce que c'est le cas aussi dans nos sociétés, mais ici, c'est encore plus ancré et il y a aussi la cohabitation de différentes croyances. L'islam qui est majoritaire, vous avez aussi le christianisme et ces deux mêmes religions cohabitent avec des rites. Une mentalité vraiment liée à l'animisme, c'est pratique, on va dire, c'est pratique autour de croyances mystiques. Le Sénégal, c'est aussi un pays où il y a un système tribal, donc il y a différentes ethnies, c'est un pays multi-ethnique où le français reste la langue officielle, mais il y a vraiment différents dialectes, différentes ethnies. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui régit vraiment aussi la société, ce système tribal et ce système pluriethnique. Des chiffres, des données d'un point de vue macroéconomique, le Sénégal reste un pays pauvre. Parce que plus de 40% de la société ici vit sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, c'est un pays qui est extrêmement riche et qui connaît vraiment une dynamique actuelle très importante. D'ailleurs, Dakar, un petit village ou une petite ville, alors que non, Dakar c'est une ville, c'est une grande métropole avec un dynamisme très important qui d'ailleurs peut être encore plus développé que d'autres villes en Afrique ou même dans le monde. Vraiment, de voir cette ouverture au monde, ce dynamisme, cette offre de produits, de services, ça bouge, il y a de la vie. Le Sénégal est un pays riche de potentialités, que ce soit sa façade maritime sur l'océan qui donne accès à toute l'Amérique, ou là, que ce soit son sol aussi qui est très riche, sa population qui est jeune et qui est très dynamique, ou les Qaria, et aussi
ces richesses naturelles. Et ça, avec par exemple, il y a des montagnes, il y a des lacs salés, qu'il y a des fleuves, qu'il y a l'océan, qu'il y a la savane, qu'il y a la brousse. Les petites robes هادو يبيعوا فيهم كلش القهوة les bonbons les cigarettes les gâteaux flexio. Vous pourrez en trouver à tous les coins de rue de Dakar. On se trouve à l'intérieur du marché Carnot, c'est des galeries. L'architecture est splendide, mais au-delà de ça, c'est vraiment le cœur du petit marché de coin. Le marché Sandaga, c'est le marché le plus connu de Dakar. Non seulement parce qu'on y vend de tout, c'est une vraie caverne d'Ali Baba, mais en même temps aussi parce qu'il est situé au centre-ville et forcément ça attire les touristes. Et les Dero qui sont implantés ici depuis tout le temps. Et récemment, il y a aussi l'émergence d'autres nationalités, et notamment les Asiatiques et les Chinois. Salam alaikum. Ça va? Vous allez bien? Alors comme vous savez, le tourisme au Sénégal, c'est vraiment un poumon. Et Houma, ils investissent énormément dans l'artisanat. Il faut dire que, Masha'Allah alayhum, moi je trouve que l'artisanat est très beau et très coloré. Il y a différents tissus, notamment le bazin, la wax. Et on en fait aujourd'hui des choses très vintage et modernes. I love it. service nga xam ne kooku la léegi fas yéene jébbal borom bi nga xam ne moom mooy Ousmane Tanor Dieng ci wetu bàyyam comme ni ñu ko waxee jamono bii nag ñu ngi koy ñaanal waaye tamit li nga xam ne moom l'événement de la semaine, c'est la qualification du Sénégal pour la finale de la CAN. Donc, je suis algérien, ils sont super contents, super gentils, super accueillants. Ça sera une belle finale, Inch'Allah. A été fondé en 1857 par les Français. Par contre, c'était sur la base d'un village lébou, qui étant une des communautés ethnies locales du Sénégal. Et depuis, la place est devenue le cœur, si vous voulez, historique de Dakar. Il y a la chambre de commerce ici, le ministère des Affaires étrangères, des banques, des administrations. Anta Diop est un intellectuel sénégalais du XXe siècle qui est anthropologue, physicien, écrivain, politicien, à qui le Sénégal doit beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un institut qui lui est dédié et aussi pas mal d'édifices, d'administration, etc. Isn't it beautiful, guys? Salam alekabiste. Dakar est sur l'île de Gorée. Et comme vous pouvez voir, it's lovely. Que ce soit l'architecture, la nature, c'est vraiment une très belle île qui d'ailleurs est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par contre, son histoire, Hiya, n'est pas très jolie. Parce qu'en fait, cette île est très connue pour la traite des esclaves. C'était l'endroit où ils en Amérique. L'île a été découverte en 1444 par les Portugais. Les Portugais qui ont vraiment choisi dans la navigation et dans la découverte de nouvelles contrées. Par la suite, l'île, elle a été les Britanniques, les Hollandais, les Français et on a tiré ses propres intérêts. D'ailleurs, son nom viendrait de Goed Rid, qui signifie mouillage sûr. En fait, sa position géographique et le côté proche du continent a fait de l'île de Gorée une île très dynamique d'un point de vue du commerce et de l'économie.
Regardez la maison des esclaves. هنا apparemment كانوا يجمعوهم ويوزنوهم ils les split, كانوا يبيعوهم un peu partout. Il y a pas mal de touristes qui viennent aujourd'hui visiter l'espace étant donné qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la mémoire aussi ou là pour se donner bonne conscience, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, l'esclavage est un phénomène qui a marqué notre histoire mondiale à la Koulihal et qui dépasse toute frontière. Parce qu'on parle souvent de l'esclavage des Blancs vis-à-vis des Noirs, mais il y a eu l'esclavage aussi dans toutes les cultures, toutes les civilisations. On n'est pas là pour dire qu'il y a un meilleur esclavage qu'un autre. Non, toute forme d'esclavage, toute forme de possession d'un autre être humain est contre nature, contre religieux, contre Kulchi. Le village de Soumbédioune se trouve à quelques kilomètres de la ville de Dakar, sur la corniche. En fait, tous les artisans pour donner une vitrine pour les touristes et pour vendre leurs produits. Soumbédioune, c'est aussi à la base un village de pêcheurs. La pêche, c'est vraiment ancré dans la société sénégalaise depuis des siècles. Et leurs bateaux, c'est vraiment un symbole ici, des pirogues. Tous les différents modèles comme il y en a ici. Et donc vous les travaillez ici sur place, les instruments? Ouais. La culture sénégalaise est très riche aussi en musique, il y a différents instruments à cordes et à percussion. Et c'est tailleur de pierre. Dakar et au Sénégal en général, vous êtes le genre de petit espace délimité du carrelage. En fait, c'est des coins de prière. Look at that, just in front of the ocean. Alors, la position géographique et la stabilité politique du Sénégal fait que c'est l'un des pays les plus industrialisés de la région. Il y a beaucoup de multinationales, de marques, vraiment beaucoup de magasins, de grandes surfaces, un semblant de vie, on va dire, de société de consommation, même si évidemment cela ne bénéficie pas à toute la population, puisqu'il y a toujours trop de pauvreté et que simplement ça bénéficie à une certaine caste de la société. Donc en résumé, pour l'aspect macroéconomique du Sénégal, les secteurs les plus dynamiques sont la pêche, le tourisme, l'exportation de phosphates et les services. Alors, industrie du tourisme oblige, la corniche et la côte de Dakar, les hôtels ou les bungalows ou les hôtels 5 étoiles, les grosses chaînes avec des plages privées, souvent pour les étrangers, pour les touristes ou là pour les riches sénégalais. Mais la jeunesse sénégalaise, de manière générale, a accès à de très belles plages aussi et très proches de la mer, très proches de la ville. Du souvenir africain. Sur la corniche de Dakar, c'est à la fois un espace culturel, il y a un musée, il y a des expositions, ils font des événements. C'est quelques figures spirituelles très importantes au Sénégal. La spiritualité est au cœur de la société sénégalaise. وكاين علاقات ما بين بلادنا والسنغال d'un point de vue de la spiritualité et particulièrement du soufisme. J'avais fait une story il y a quelques mois, في الجزائر d'ailleurs, à la Zawiya Tidjaniya. Et en fait, les Zawiya Tidjaniya, la philosophie est arrivée jusqu'au Sénégal et a énormément influencé la société sénégalaise au point où c'est un des bastions de la Zawiya Tidjaniya.
Et ici, les gens donnent beaucoup d'importance à la spiritualité et même le nom de famille Tidjane est très répandu au Sénégal. On est à le monument de la Renaissance africaine. C'est une structure en bronze imposante de 52 mètres, construite en 2010, inaugurée par le président Wade et construite par les Sud-Coréens. En fait, la statue, qui honnêtement est imposante et énorme, symbolise l'Afrique en marche, l'indépendance de l'Afrique et de l'Africain qui regarde vers l'avenir. Des Mamelles, Benato France en 1864 sur une colline, position géographique super stratégique qui donne sur l'océan et avec celui de l'Afrique du Sud, l'Ibousmo, le cap de la Bonne Espérance, il fait partie des phares les plus puissants d'Afrique. Je suis au Teranga Hub à Dakar, dans le quartier de Mermoz. C'est un espace, un incubateur, un espace de coworking et un espace qui donne la possibilité aux jeunes entrepreneurs sénégalais d'être mis en avant. On les met en contact avec un écosystème, avec d'autres entrepreneurs. On les aide aussi à former leurs compétences. Il faut savoir que ce genre d'écosystème, de structure existait au Koul Bled, et aujourd'hui c'est devenu vraiment une normalité. Et même en Algérie ça existe, mais il faut savoir que l'écosystème des entrepreneurs au Sénégal est super développé. J'ai parlé avec des responsables et ils m'ont expliqué que ça fait déjà des années les Kain, justement ce développement autour de l'entrepreneuriat. Mais sinon, il était derrière les villages. Hein. D'accord, ok. Ah, oui, il était derrière les villages. Mais après, coquillages partout. Comme il y avait une grande sécheresse. D'accord. À cause de la sécheresse, ça s'est réduit. Le lac il fait à peu près quoi, 3 km carrés de... Voilà. Ok. Voilà. Donc en se rétrécissant, il a laissé des coquillages. C'est pour ça tout autour du lac, tout au long. Ouais, il a laissé des coquillages. La profondeur, il y a 3 mètres de profondeur. 3 mètres de profondeur. Oui, et il y a 1,50 m. Et là, les jeunes, là, avec leurs pirogues, ils sont en train de récolter du sel. Donc, c'est le lac salé de Redba, c'est ça, qui est surnommé le lac rose à cause de la couleur d'une bactérie apparemment qui donne cette couleur. Les algues et les micro-organismes. D'accord, c'est eux qui donnent la couleur avec le reflet du soleil. Le reflet du soleil. Bon, là, malheureusement, on n'est pas dans la meilleure période pour voir la couleur rose du lac. Mais en tout cas, quand on va un peu avancer, peut-être qu'on va voir. Même pas les protège pas. Ouais. Donc il y a 385 grammes de sel par litre. Ouais. Super concentré. Ici, le canne vous flottez tout simplement. Vous n'avez même pas besoin de nager. C'est un peu comme la mer morte. Voilà. C'est le même principe. Voilà. Une source d'eau douce juste à côté. Avec des poissons. Le tech, donc il a des éléphants, il a des hippos rigolos, il a des penseurs, Il y a vraiment de tout. Oui, et puis il y a des masques anciens comme toi, qu'on voit comme ça. Le lac, il est encerclé par les dunes, le désert et l'océan, c'est ça. Voilà. La fleur de sel. Il y a ce qu'on appelle la fleur de sel. Donc la fleur de sel est due à la mousse de l'écume, parce que la mousse on le trouve au bord du lac. Après on le récupère, en le séchant quelque temps, ça nous donne la fleur de sel. Okay. Après sinon il y a aussi le sel de cuisine. Par exemple, que les meilleurs cuisiniers d'Europe viennent chercher. Avec cette sel on peut faire des salades, des pâtes, des froids et grillades et comme ça. Sinon le troisième sel c'est le sel de bain, ce qu'on appelle le sel de bain. Donc c'est pour faire du massage. Ouais, c'est plutôt si on est un peu fatigué, tu mets dans de l'eau, tiède, après tu trempes. En tout cas, c'est une région de traitement, de récolte et d'exportation de sel. Voilà. Tu as vu, maintenant il est en train de rassembler, donc dans aux alentours. Donc après donc là s'il en a un peu,
dès que le bidon est plein, il le verse sur la pirogue. Donc là, voilà, il fait un petit tour. Voilà. Maintenant, il a sorti de la pelle. Voilà. Voilà, maintenant. Ah, il prend un bidon voilà, pour maintenant ramasser. Il prend un bidon. Voilà, pour ramasser. Voilà, donc il va les faire comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant tu as vu comment il sort. Voilà, donc là, il va verser sur la barre. Voilà. Voilà. Je suis à Saint-Louis, les Gabis. Saint-Louis du Sénégal, Ndar en Wolof. Saint-Louis qu'on surnommait auparavant la Venise africaine, ancienne capitale de l'Afrique occidentale et ancienne capitale de toute cette région colonisée par la France et qui est restée justement capitale jusqu'au 19e siècle quand la capitale a été déplacée à Dakar. Saint-Louis, c'est vraiment l'archétype, l'exemple de la ville coloniale en Afrique, que ce soit par rapport à son architecture, son histoire, son métissage et tout ce qui a pu se passer ici d'un point de vue culturel, social et économique. A été découverte au début par les Portugais en 1444, exactement au même moment que Gorée, déjà il y a quelques jours, 1445. Bon, c'était au 15e siècle. Par la suite, les Hollandais, les Britanniques, et c'est finalement les Français qui en ont fait leur ville type coloniale. Elle doit son nom au roi Louis XIV, Saint-Louis du Sénégal, et elle était vraiment la plaque tournante d'une économie autour de l'or, de l'esclavage, de l'ivoire, la gomme arabique, donc toutes ces ressources naturelles. Regarde là, la maison des anciens combattants, avec les deux drapeaux du Sénégal et de la France. Pas grand chose à voir sur Saint-Louis. Tout ça, c'est des bâtiments portugais. Donc la différence, vous pourrez le remarquer, entre l'architecture portugaise et l'architecture française. Portugaise, À l'intérieur, il y a un patio. il y a un patio et en plus les fenêtres, alors que l'architecture française, Avec des balcons en fer forgé en bois, c'était des étages.
les États qui ont déjà développé. Alors l'histoire de la ville est intimement liée à Wahed Siyed, Federbe, qui était l'ancien gouverneur de Saint-Louis, mais qui avait une particularité, c'est qu'il s'est converti à l'islam. Il a été énormément accepté par la population. On commence de l'autre côté à la pointe où il y a les arbres. C'est les arbres qui différencient le Sénégal et la Mauritanie. Parce qu'ici on est vraiment dans une zone frontalière entre la Mauritanie et le Sénégal, donc Saint-Louis. Et ce qui différencie les deux pays, ce qui délimite les deux pays, c'est ce fleuve, le fleuve Sénégal, Oui. de 1700 km Il prend sa source au Fouta Djallon en Guinée. en Guinée. Et là, il est caféolé en saison des pluies. Cela veut dire que quand les deux commencent à tomber, l'eau change de couleur. Tout ça, c'est des portugais. Ils ont beau changer avant 2000, mais depuis 2000 quand même, l'architecture et les gens du bâtiment, ils ont programmé de retaper l'île de Saint-Louis. Depuis 2005, le fleuve Sénégal a été reconnu par l'UNESCO en tant que réserve de biodiversité. Et il faut savoir que même à l'époque, pendant le Moyen-Âge, l'arabe kana yaïtolha, the river of gold, la rivière d'or. Et les pélicans, ils nous viennent aussi en général de l'Afrique du Sud. Ils viennent ici migrer, c'est Oui. une étape. Oui. Ils mangent 2 kg de poisson par jour. Et ils viennent au Djoudj. Et le Djoudj, le parc ouvert en octobre, il est... Alors là, on est sur la place Federbe qui est actuellement en rénovation. Federbe, et c'est ici aussi où il y a lieu chaque année le festival de jazz de la Nouvelle-Orléans, de Saint-Louis. En effet, Saint-Louis est une ville de jazz. Depuis 1993, il y a un festival international. En fait, ça a été importé par les troupes américaines. Et avec le métissage et la proximité culturelle qu'il y avait avec les États-Unis. Sur l'île, pour pouvoir mettre ses troupeaux d'animaux. Et il avait un enclos avec le marché là. Et donc, puisque eux, dans leur maison, ils n'ont pas d'espace pour y jouer ou pour les mettre à l'aise. Donc là, on est au quartier des pêcheurs, La langue de Barbarie, qui s'appelle la langue de Barbarie, le quartier de Guet-Ndar. Il faut savoir qu'à l'image de tout le reste du pays, la pêche, c'est le moteur de l'économie. Et d'ailleurs, la ville de Saint-Louis possède plus de, tu m'as dit, 16 000 pêcheurs, c'est ça? 16 000 pêcheurs. 16 000 pêcheurs, 4 000 équipages. De pêche par jour. Oh, c'est vraiment plus qu'une culture, c'est une fierté. Les gens vivent du poisson et vivent de la pêche. Je vais expliquer ça. Alors vous voyez les cercles d'Ablahdid, en fait, étant donné que la polygamie est une pratique très courante au Sénégal et particulièrement dans ce quartier, pour différencier le nombre de femmes qu'a Wahed Siyed Fedaro, il y a un nombre de cercles. C'est la jalousie, chacune Voilà. sur sa télé pour regarder, même s'il y a un programme. Ouais. Et chaque année, il y a 30 000 tonnes de poissons par an. Avec ces 50 mètres, après s'il y a le retour des pêches, ils vont faire remplir le poisson. Donc le port de Saint-Louis aussi est un port Énorme. où l'exportation est très importante vers le Mali, le Burkina Faso. Alors Hadé, c'est une école coranique et il y en a plusieurs à Saint-Louis. Saint-Louis est aussi une ville de savoir. هنا كانوا يتلاقاو وكانوا يتجمعوا toutes les différentes confréries الزاويات de l'Afrique occidentale باش يروحوا كيف للحج. Aujourd'hui, il y a culturellement, c'est un phénomène social très important. Vous verrez des enfants partout aux enfants. Ok? Vous voyez les enfants, il y a les talibés. En fait, c'est des étudiants. Okay. Malheureusement, ce phénomène peut se transformer parfois en mendicité. Ils donnent à leur réseau, si on veut. Mais clairement, les confréries, les zaouiyat, les écoles coraniques ont participé au développement de la religion, au développement du tissu social et surtout à l'apaisement entre les différentes communautés.
de Barbarie, qui est l'un des 6 parcs nationaux les Kainines du Sénégal. Et il se situe dans une embouchure l'océan, le Har, ou le fleuve Sénégal. Et c'est vraiment un paradis pour les oiseaux migrateurs et les tortues marines. Je me trouve maintenant pratiquement à la frontière avec la Mauritanie, où il y a des tribus qui sont arabophones, qui en Mauritanie, mais il y a aussi des villages berbères, les Znaga, qui descendent finalement des Sanhaja, c'est la même racine, qui sont ici, c'est les autochtones de part et d'autre du fleuve Sénégal, où il y a une langue amazigh. Vous vous rendez compte, nous sommes au Sénégal, le territoire des Berbères couvre une grosse partie de l'Afrique. Toujours dans la même région, la Mauritanie et le Sénégal, il y a le QG d'une ethnie qui est très importante, les Peuls. Les Peuls sont toujours musulmans, en fait c'est les premiers qui ne sont pas uniquement au Sénégal, ils sont dans plusieurs pays d'Afrique. Et l'autre particularité, c'est qu'en ce sont des nomades, ils se déplacent comme les Touaregs de ville en ville et ils aïchin le désert. Je vais vous un dernier message à ce pays, le Sénégal, la Teranga, en Wolof, l'hospitalité. C'est qu'après l'indépendance, Alger est une capitale africaine forte. D'ailleurs, la Mecque des révolutionnaires, la capitale du tiers-monde, où les présidents africains, ou les personnalités africaines, Alger. C'était vraiment un lieu de passage incontesté. Puis il y a eu la mondialisation, aussi des épreuves difficiles, nos propres challenges, nos propres frustrations, ce qui fait que l'Algérie a tourné un peu le dos au sud, à l'Afrique, ou le nord, alors que depuis que l'Algérie est Algérie, depuis que l'Afrique du Nord existe, depuis que le monde est monde, l'Afrique du Nord a toujours communiqué avec le Sud, que ce soit d'un point de vue économique, culturel, religieux, humain. Heureusement, à la banable, le manque de contact, le manque d'ouverture sur l'autre crée de l'ignorance. Ce qui crée aussi une forme d'extrémisme, de racisme. Malheureusement, fait bladna, qui sont extrêmement racistes vis-à-vis des Africains, let's say it, obviously. Je crois que c'est quelque chose qui est plus ou moins normalisé ou accepté par beaucoup. Alors j'espère que nos frères algériens, que les Algériens, reconnaîtront un jour notre partie d'identité africaine, parce qu'elle fait partie de notre identité, cette composante africaine, bidoun chek, et qu'on le veuille ou pas.